Fan de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouveau plateau de l'émission Fan du Crédit. Et aujourd'hui, on va parler de la rénovation énergétique, sujet plus qu'actuel. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir sur cette table ronde. Alors, il m'a pas demandé, mais Laetitia Doré. Bonjour Laetitia. Bonjour Bruno. Sylvain Lefebvre. Bonjour Bruno. Bonjour Sylvain. Virginie Hérisson. Bonjour Bruno. Et Mathieu Privisky. Bonjour Bruno. Voilà. Alors, ils vont bien évidemment présenter leur structure et la raison pour laquelle ils sont ici. Moi, je voudrais juste introduire ça parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, les enjeux climatiques, on les a tous en tête. Ils sont visibles dans les aléas de la météo, bien évidemment, mais également dans les sujets de société, dans le logement. Donc, la raison pour laquelle on va parler de tous ces éléments-là. Bien évidemment, le calcul des émissions des gaz à effet de serre est un sujet de la part des bâtiments, mais c'est aussi parfois de la lutte des experts entre eux pour pouvoir déterminer les bons indices de calcul, les bonnes règles, et le tout dans une politique globale stratégique dans laquelle la France est inscrite, mais le monde entier essaye de s'inscrire, même si certains dénoncent leurs priorités dans ces éléments-là. Sur les immeubles résidentiels, on va spécialiser notre discours sur la partie immeubles résidentiels, mais dans ces immeubles résidentiels, on va parler du collectif, on va parler du particulier, et pour ce faire, effectivement, on va avoir tous ces éléments-là autour de nous et la parole de nos experts. Bien. J'ai commencé par Laetitia. Je vais recommencer par Laetitia. Voilà. Caisse d'épargne. Caisse d'épargne. Solutions. Crédit conso, rénovation. Crédit conso et plus particulièrement la rénovation énergétique, effectivement, en termes de financement. Donc, on va parler principalement des crédits conso sur la rénovation, Exactement. Des crédits conso qui accompagnent les crédits IMO et l'éco-PTZ. Exactement. Éco-PTZ, éco-PTZ MPR, crédit travaux, crédit rénovation énergétique. Sylvain, acteur du marché, bien connu des gens du courtage à qui on s'adresse principalement, mais c'est un passé, et désormais c'est Synergiex, c'est ça? Synergiex. Monsieur le Président. Merci Bruno, oui. Oui, c'est une évidence en fait, à un moment donné, qu'on a fait un parcours dans le crédit, qu'on a financé des maisons et qu'on a vu les passoires énergétiques qu'on a financées depuis 30 ans. Et qu'on a vu le pouvoir d'achat des Français qui baissait parce que la facture énergétique augmentait, à un moment donné, il fallait bien faire quelque chose. L'opportunité était là, j'avoue que je l'ai saisie, et dans un marché dédié aux copropriétés. Alors, ça traduit du CO2, merci de le rappeler, bien sûr. On va donner quoi? On va traduire quoi? On va donner quoi comme message, pardon? Et on va traduire quoi comme action pour les générations futures? Donc oui, on n'est pas insensible. Alors c'est pas concret, c'est pas facile. Tout le monde essaye de le faire, c'est pas toujours perçu. Très concrètement, nous, dans notre monde à nous, ce qui intéresse les propriétaires d'un ensemble dans une copropriété, c'est de se dire, est-ce que mon bien, je peux le vendre? Est-ce que je peux le louer? Si je suis en F ou en G, je le loue plus, je le vends plus. Donc, et je le transmets plus non plus. On est dans une France de propriétaires, on transmet, donc je transmets plus non plus. Donc oui, j'ai besoin de le rénover. Parce que le DPE est là, n'est plus remis en cause. Il a été aménagé, mais il est définitivement... On en reparlera tout à l'heure. Bien sûr, mais il est définitivement ancré dans le paysage. Et puis derrière, il faut le panel d'aide. Vous en êtes une partie, Laetitia, des aides. Bien sûr, l'ANA en est. Voilà. Enfin, tout le monde contribue. C'est un écosystème global qui n'est pas simple à percer quand on est dehors, d'où ce besoin de donner de la visibilité, mais qui finalement, quand on le comprend, est pas si compliqué que ça, et traduit un vrai effet. Enfin, il y a une vraie action quand on se cumule, qui n'est pas toujours perçue du grand public, mais vous interrogez le particulier au cas par cas en disant, voilà, vous aviez un bien, vous étiez dans une copro, c'était compliqué, Synergiex est intervenu, mais peu importe, un ensemblier est intervenu pour mettre en forme, en mettre en œuvre, pardon, oui, tout ça. Au final, oui, ça se traduit par des résultats et par des gens qui peuvent retrouver une capacité à louer, à vendre, et puis surtout avoir une économie dans un problème de pouvoir d'achat. Et un effet sur l'environnement écologique. Et un effet sur l'environnement. Donc on est assez vertueux dans un monde où il y a un vrai besoin, dans une dimension mondiale, quelles que soient les tendances politiques du moment, américaines et autres, et vous voyez très bien les références à lesquelles je fais.
Mais en dehors de ça, il y a un mouvement définitif. Il est engendré ce mouvement, il est enclenché. Donc on en est très fiers. On en reparlera de ça, on reparlera aussi justement de ces impacts réglementaires et puis de cette nouvelle activité, parce qu'on parle souvent, encore, il n'y a pas une table ronde où j'évoque pas la notion de l'intelligence artificielle appliquée à nos métiers, mais bien évidemment, on parlera aussi de ces sujets-là concernant la réglementation de l'exercice de ces nouvelles professions. Merci Sylvain. Virginie, Donc, BPCE, mais caisse d'épargne, développement de l'offre très très nouvelle du prêt collectif et de tout ce qui va avec. Tout à fait, alors, que ce soit sur le marché de l'IMO avec nos offres autour du prêt impact, sur lequel du coup on va accompagner des propriétaires, enfin des futurs propriétaires, justement sur les passoires énergétiques et sur lesquels on va pouvoir bonifier leur taux quand ils font les travaux et qu'ils reviennent avec un DPO amélioré, et également sur la copropriété où effectivement on a une offre au sein de la Caisse d'épargne de France qu'on déploie en fait sur l'ensemble des caisses d'épargne, une offre de financement sur les copropriétés de façon globale et on fait de la rénovation énergétique mais pas que, tout ce qui est travaux autour de la copropriété. Mathieu, merci de vous être rendu disponible pour cette table ronde. Alors, Anna, peut-être déjà connue de certains des auditeurs pour l'intervention sur d'autres mécanismes tels que, effectivement, la loi Malraux, un certain nombre de dispositifs. Et puis, c'est vu confier depuis 2020, si je ne me dis pas de bêtises, la gestion de MaPrimeRénov' et de ses déclinaisons. Donc, voilà. Oui, alors l'ANA ne doit pas être, je pense, résumé à la rénovation énergétique. Je pense que je vais introduire comme ça. L'amélioration de l'habitat privé, c'est un enjeu d'après-guerre, en fait. L'ANA a été créée en 1971 dans la suite du Fonds national d'amélioration de logement. L'habitat qui était là pour traiter les logements d'après-guerre, en fait. Donc l'amélioration de l'habitat, c'est pas du tout nouveau. C'est juste qu'on a des différents paradigmes qui évoluent. On a d'abord traité la non-décence des logements, l'habitabilité minimale, on va dire. Il fallait de l'eau courante, de l'électricité, un toit sur la tête. Et puis les missions de l'ANA ont progressivement évolué. Alors on a été missionné. L'opérateur a été missionné pour traiter les copropriétaires en difficulté, très dégradés. Il y a tout un plan initiative copropriété qui dure depuis une dizaine d'années et qui j'espère, sera renouvelé post-2028 et qui traite des grands enjeux effectivement d'ensemble qui doivent être traités par la puissance publique parce qu'il y a eu effectivement un manque d'intervention pour diverses raisons, y compris pour le manque de solvabilité des ménages. Et je pense qu'on en rediscutera de la solvabilité des ménages dans le cadre de la rénovation énergétique. Donc l'ANA, en dehors de la rénovation énergétique, c'est aussi l'adaptation des logements au vieillissement. Gros enjeu actuel qui va devoir monter en charge aussi ces prochaines années avec le vieillissement. On en parlait justement avec Virginie sur une précédente table ronde, justement, de la senioralité et de tout ce que ça enclenche. C'est ça, tout ça, il faut aussi prévoir de l'aide auprès des ménages les plus en difficulté pour pouvoir traiter leur logement et faire en sorte aussi qu'ils restent le plus longtemps possible dans leur logement, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi, on parle souvent, on est souvent dans des équations où on fixe le logement, mais le logement, c'est une problématique sociale. Et derrière aussi une problématique aussi d'économie générale de la puissance publique. Ce qu'on ne va pas dépenser d'un côté, ça sera des économies aussi pour le système hospitalier et autres. Et donc l'adaptation des logements est très importante. Je vais aussi évoquer la production de logements à loyer modéré. On aide les propriétaires bailleurs. Alors d'ailleurs, c'était même une mission qui était principalement portée par l'ANA à l'origine, qui s'est un peu plus diluée dans le temps aujourd'hui, notamment vis-à-vis des grandes missions de rénovation énergétique aujourd'hui. Mais on a un opérateur qui est là aussi pour aider les propriétaires bailleurs à rénover leurs logements, à les rendre, on va dire, aux normes, pour que les locataires puissent entrer dans des logements dignes, décents, et isolé, on le voit aujourd'hui avec la rénovation énergétique, sous réserve d'un loyer plafonné. Ça aussi, ça c'est de l'offre sociale qui vient compléter le logement social comme on le connaît aujourd'hui. Et puis après, de manière plus anecdotique, l'humanisation des centres d'hébergement. Mais donc on voit bien que l'opérateur en fait a eu une place importante après-guerre. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, avec le changement de paradigme actuel,
qui quand même se base sur le fait qu'il y a 80% des logements à horizon 2050 qui sont déjà existants en fait. Aujourd'hui, en fait, il faut qu'on traite l'amélioration de l'habitat sur le long terme. On voit que l'opérateur en fait a pris une place assez importante avec la rénovation énergétique depuis 2020. MaPrimeRénov', dans un premier temps les gestes, effectivement, des financements par forfait qui sont modulés en fonction des ressources des personnes, donc qui permettent de traiter un changement de chaudière, une isolation de mur ou de comble en monogeste. Et puis ensuite en 2024, alors bien sûr on avait déjà un parcours de rénovation globale qui était existant, qui était à destination des plus modestes. Et en 2024 a été créé le MaPrimeRénov' Parcours Accompagné, donc qui visait justement à permettre aux ménages ayant une ambition de rénovation beaucoup plus importante, de les accompagner dans une rénovation, ce qu'on appelle d'ampleur, mais en obligeant effectivement un accompagnement rapproché avec un accompagnateur rénov qui vient normalement les accompagner dans les recherches de financement, dans le montage de leur dossier administratif, et puis aussi les conseiller, y compris au regard, on en parlera après, des audits et des PE qui sont produits par les professionnels. Et puis enfin, je pense qu'on en reparlera avec Sylvain, la problématique particulière des copropriétés, parce que le traitement des copropriétés, des parties communes, c'est un peu différent des maisons individuelles. Et donc, on a aussi nos aides MPR Copro qui vient aussi solvabiliser, là, pas le ménage, mais le syndicat de copropriété pour porter effectivement les rénovations des parties communes. Donc, ça va être les isolations par l'extérieur, enfin, tout ce qui n'est pas directement concerné par les parties privatives des locataires ou propriétaires. Oui, et qui est stable. Parce qu'on a aussi une envie d'aller vite dans le nombre de logements, et forcément, un logement collectif, on va toucher plus de monde d'un seul coup, avec des dimensions, à la fois des effets multiplicateurs sur le levier, et deuxièmement, on a une dimension de sensibilisation, puisque dans une même assemblée générale, on peut commander tout ça. Oui, Bruno, Sylvain. Une remarque. Quand on parle que de la copropriété donc privée, donc on est bien donc dans le résidentiel, copropriété privée, donc ça touche la maison individuelle et le collectif. Donc nous on est dans le collectif, et dans le collectif on parle même pas des HLM, on parle même pas de la copro dégradée, on parle de la copro privée non dégradée. C'est le secteur qu'on adresse nous. Là sur SADEM, donc globalement de chez vous, c'est 200 000 logements par an pendant 5 ans à rénover. L'enjeu vous traduisiez tout à l'heure. Si on prend une copro moyenne à 40 ou 50 lots, c'est 4 à 5 000, voire 6 000 copropriétés à rénover. Non, mais quand on parle d'ampleur... Pendant 5 ans. Exactement. Donc et encore, sans perdre de temps, parce qu'après viendront se poser d'autres questions, c'est la capacité à avoir les moyens, les ressources pour pouvoir générer ces chantiers. Parce que, bien évidemment, un marché qui s'est contracté du fait d'un contexte, etc., fait qu'il y a une tension. Et puis, il y a la notion de label RGE aussi qui règle là-dessus, même si aujourd'hui, quasiment beaucoup, en tout cas, la plupart des entreprises de bâtiments ont essayé d'obtenir ce label, il restera quand même un problème de nombre de bras pour pouvoir réaliser les travaux. D'accord, mais l'enjeu... enfin, le monde... finalement, le monde est assez stable dans le monde de la copro. L'ANA a toujours joué son rôle, l'État l'a joué, les C2E l'ont joué, les banques, oui, il y a Caisse d'Épargne aujourd'hui, entre autres, l'ont joué, le monde s'ouvre, mais en fait tout le monde est présent, c'est juste un besoin d'acculturer, de faire connaître. Et en fait, on n'aurait pas eu cette conversation il y a 3 ou 4 ans, quand les TPE n'étaient pas obligatoires. Quand vous alliez voir une copro, il y a 3 ans, en disant voilà, il va falloir rénover, parce que le syndic, c'était dans son job de faire aussi de l'info, et de se dire, bon, à un moment donné, la copro, il faut la rénover. Pour plein de raisons, qu'elle soit énergétique ou autre, et de confort, acoustique, enfin tout ce qu'on veut. Mais les copropriétaires n'y voyaient pas leur intérêt. Là, aujourd'hui, ce sont les copropriétaires qui viennent nous voir, nous, et qui viennent voir toute la chaîne de valeur, en disant, il va falloir bien rénover, parce que mon bien, je suis en F ou en G, je ne peux plus donc louer ni vendre. Et je ne vais pas transmettre un bien
dégradé à mes descendants, ascendants, collatéraux. Alors, peu importe. il y a l'impact, effectivement, on va dire réglementaire ou obligatoire qui peut être donné. Ça change c'est la donne. Ça change la donne parce qu'il y a la notion de gendarme au-dessus qui arrive, mais il n'y a pas que ça. On a aussi vécu le choc énergétique avec la guerre Ça, c'est le deuxième effet qui se coule. Oui, russo-chrétienne et ukrainienne dans tout ce sujet-là, qui a quand même fait prendre conscience de ça. Et puis, je pense qu'il y a un travail d'information préventive globale qui, au vu des écolos, est déjà très en retard par rapport aux alertes qu'il lançait, mais qui aujourd'hui, c'est l'impact sur l'environnement et le climatique. Oui. Et du coup, il y a la somme de ces trois éléments arrive là. Alors, de savoir qui de l'œuf et de la poule a premier là-dessus, mais je pense qu'on est sur une concordance à un certain nombre de choses qui sont là. Alors, on ne prendra pas de pronostic sur la basse-cour en ce qui nous concerne. Non. Mais sur le fait très concret, c'est que ça part d'où tout ça? Ça part d'un syndic de copro, où il y a un gestionnaire de copro qui gère en moyenne une trentaine de lots, mais il sait que là-dedans, il y en a un ou deux à rénover par an. Multiplié par X, où il va rencontrer le patron du conseil syndical, qui lui-même a vu les propriétaires, qui eux-mêmes ont été dans l'obligation de faire les diagnostics, les DTG, les 3PT, etc. Pour savoir c'est quoi la trajectoire. Oui, on va beaucoup parler en acronyme, donc on donnera peut-être des explications à un moment. Oui, vous avez raison, Bruno, parce qu'en fait, dans ce monde-là, j'en ai souffert au début en arrivant dans ce monde-là après le courtage. Donc oui, c'est un monde où, enfin voilà, des diagnostics globalement obligatoires, on va le résumer comme ça peut-être pour les auditeurs, où il faut leur donner un peu de clé de lecture et leur dire, bon, de toute façon, si vous voulez avoir une lettre, si vous voulez que votre bien soit avec 2 sauts de classe et retrouve une visibilité sur le marché de la vente et de la loc, bien sûr. il va bien falloir faire quelque chose en dehors, bien sûr, du coup, je vais prendre un cas très concret, en accord avec la caisse d'épargne du BPCE. On a un immeuble moyen, l'immeuble moyen en France, il est de 40 lots. 40 lots, c'est 1,5 million à 1,8 million de travaux, en rénovation globale, rénovation d'ampleur. Énergétique, évidemment. Là-dessus, donc, subvention, évidemment, prime ANA. Il ne faut quand même pas oublier que l'État est quand même extrêmement présent et stable dans ce dispositif. Parce que tout le monde dit, oui, alors on mélange l'éco-délinquance, on mélange la baisse des subs. Il faut juste rappeler à tout le monde que l'État est toujours très présent, que l'ANA est très stable, nonobstant quelques bugs informatiques, mais qui sont liés aux particuliers qui n'ont rien à voir. La copro, elle a toujours été, et c'est quand même un marché, là on est dans le monde parisien, dans les grandes villes de France, la copro, elle est fondamentale, elle est là, elle est présente bien plus que le reste. Et que l'ANA est présente, donne des subventions, les C2E sont là pour aider, bref, d'autres subventions différentes. Et globalement, une réno d'ampleur génère un particulier sur une copro moyenne de 40 lots avec une moyenne d'1,7 million, 30 000 euros par lot. Donc vous avez un lot, un F2, un F3, peu importe. Dans vos tantièmes à vous, ça pèse en moyenne 30 000 euros. Dans vos 30 000 euros, quel pays au monde permet ça? Quand même, il faut quand même le rappeler. Vous enlevez les subventions, l'aide de l'ANA, l'aide des pollueurs-payeurs à travers les C2E, donc les obligés, et les tiers financements des départements, des collectivités, etc. Bref, vous allez avoir 10-15 000 euros de reste à charge. Tout ça, on agrège ce reste à charge. Ça se transforme en prêt collectif à adhésion individuelle, qu'on fait avec nos partenaires de la Caisse d'épargne, et ça va coûter 100 euros par mois. Non, mais 100 euros par mois, avec une économie en échange, grâce à l'économie du chauffage, évidemment, peut-être de la moitié. Globalement, ça coûte 50 euros pour retrouver un bien qui redevient bankable sur le marché avec une lettre C ou correct, D, et vendable, louable, etc. Donc c'est ça l'enjeu. Alors, bien sûr, sur le plan financier et économique, dans tous les cas, je rebondis et je redonne la parole à Mathieu pour essayer de rebalayer rapidement ce que sont les travaux de rénovation, la notion de monogeste, la notion pour que les uns les autres puissent bien maîtriser ça. Souvent, je répète, les intermédiaires, c'est pas qu'ils s'intéressent pas, c'est que c'est pas immédiatement rentable économiquement pour eux, puisque la plupart des banques ne commissionnent pas là-dessus, mais ça fait partie d'un service global rendu au client dans son accompagnement de l'accédant ou du propriétaire ou du bailleur dans tous les cas. Donc Mathieu, on est sur quoi un petit peu cette palette?
Alors, j'ai commencé un petit peu à l'aborder tout à l'heure. On a deux façons de voir les choses. On a différents, d'ailleurs, types de logements sur le marché. On a des logements qui ne nécessitent pas de rénovation d'ampleur, en fait, qui ont déjà un certain niveau de qualité et qui demandent avant tout de traiter la décarbonation, la baisse des GES. Donc, c'est des logements qui sont bien isolés, mais ils sont au gaz. Peut-être encore au fuel, ça arrive encore de temps en temps. Et là, le monogeste est le plus adapté en fait finalement pour répondre aux besoins du ménage. Pardon, pour répondre aux besoins du ménage. Après, si on s'attaque à une passoire thermique, on parlera sûrement de DPE plus en détail après, mais DPE, E, F, G. Bon, là, effectivement, le monogeste n'est pas forcément le plus adapté pour traiter la problématique. Et donc là, il faut qu'on traite de manière plus globale la rénovation du logement. Et donc là, dans ce cas-là, on fait un bouquet de gestes, quelque part. La rénovation globale, c'est regrouper plusieurs gestes à la fois, les coordonner. On va isoler le logement, on va changer la vieille chaudière gaz pour mettre la pompe à chaleur, et on va peut-être changer les fenêtres, les huisseries, etc. pour faire en sorte que le logement soit reparti pour plusieurs années et surtout aussi qu'on n'intervienne pas à plusieurs reprises, parce que je pense, je suis pas spécialiste, loin de là en ingénierie des travaux, mais plus on a des gestes successifs, alors on a aujourd'hui la logique de rénovation par étapes qui est dans l'air du temps, qui est poussée par plusieurs filières. Pas de souci, mais disons que ça demande une organisation pour éviter effectivement un enchaînement de travaux qui soit mal pensé, mal vécu, une pompe à chaleur qui soit installée avant l'isolation, qui soit surréglée, qui finalement apporte pas les économies d'énergie, parce qu'à un moment donné, on revient quand même au but ultime du ménage, c'est quand même la rentabilité de son investissement. Je pense que le ménage, il est écolo, mais à un moment donné, il a besoin aussi d'un retour sur investissement. Et donc, si on lui installe une pompe à chaleur et que derrière, finalement, la facture d'électricité baisse peu ou prou, l'investissement ne vaut pas le coup. C'est quand même au moins 15 000 € une pompe à chaleur. On a quand même envie d'avoir un retour sur investissement. Sachant qu'en plus, ces pompes à chaleur, malgré tout, restent en concurrence, notamment, et là, c'est l'exemple, avec des chaudières gaz qui valent encore 4 000 à 5 000 €, même sans aide. Donc, à un moment donné, le différentiel fait qu'on a intérêt aussi d'avoir des politiques incitatives et aussi même quelquefois coercitives pour pouvoir aller toucher ces publics, notamment de bailleurs qui se posent des questions, qui se posent des questions potentiellement d'inflation des devis. On pourra en parler aussi tout à l'heure. Les politiques de rénovation énergétique étant, on va dire, montées de manière massifiée ces 4 dernières années, forcément, on n'a pas eu que des personnes bien intentionnées qui sont venues sur le marché. Et donc derrière, on a eu une forme d'inflation. Alors, inflation qui a pu être justifiée, post-Covid, guerre en Ukraine, etc., filière d'approvisionnement perturbée. Forcément, il y a pu avoir une inflation des matériaux. Mais aujourd'hui, on peut observer, d'ailleurs, l'ANA met en place des contrôles, des référentiels de coûts pour donner de l'aide à la décision aussi auprès de ses services. On observe clairement aussi toute une frange d'acteurs économiques qui en profitent un peu et qui en remettent une couche sur la facture. Donc derrière, c'est comment on arrive à effectivement à trouver ce chemin de crête pour permettre justement de continuer à massifier tous ces dispositifs et en même temps faire en sorte que on garde des prix, que ça soit efficient pour le ménage et qu'il y ait un retour sur investissement. Parce qu'aujourd'hui, si on veut notamment aussi que certains business models puissent se développer tel le concept d'opérateur ensemblier qui viendrait aussi peut-être se rétribuer sur les économies d'énergie des ménages, il faut que tout ça, effectivement, il faut qu'il y ait des équipements qui soient à des coûts, on va dire, à des coûts raisonnables, et puis derrière aussi une énergie qui reste aussi à un certain coût raisonnable. Voilà. Laetitia, je reviens sur ces sujets de monogeste, bouquet de travaux, etc. Alors, moi qui ai vécu aussi dans la distribution, que ce soit du côté bancaire ou que ce soit du côté intermédiaire, quand c'est sorti, il fallait vraiment avoir envie de se spécialiser là-dessus, parce qu'il faut avouer que c'était pas toujours facile. Et aujourd'hui encore, j'entends, et c'est pas un reproche, j'entends souvent que l'interlocuteur de banque de détail habituel
il n'est pas toujours aussi bien formé et souvent il essaye de botter en touche pour essayer de se sortir de ces méandres-là. D'autant plus que l'impact derrière en termes de conséquences, si jamais on ne respecte pas ça, il est quand même assez important pour la banque. C'est quoi ces différences? Est-ce qu'on a évolué là-dessus? Comment la banque contrôle justement ces éléments? C'est du devis, c'est de la facture définitive, etc. Alors je vais juste rebondir sur les propos tout à l'heure. Nous, en termes de réflexion, pour reprendre justement l'importance de l'ordre des travaux et d'une rénovation efficace, on utilise isolé, chauffé, ventilé, donc ICV, pour aussi accompagner nos clients sur les démarches et l'ordre important des travaux pour justement qu'on ait cette efficacité énergétique. Donc ça vient aussi quelque part en complément du conseil que nos conseillers peuvent aussi donner à des clients qui viennent pousser la porte des établissements caisse d'épargne pour pouvoir se financer. C'est qu'effectivement c'est compliqué, mais il faut prendre les travaux dans le bon ordre. Et nous aujourd'hui, pour nos conseillers c'est compliqué aussi, parce qu'on est en train de se dire qu'il y a eu une révolution quelque part sur ce marché-là il y a 4 ans, en gros, en partie, et que nous, nos conseillers, effectivement, on est face à des conseillers qui doivent être spécialistes de tout. Donc on travaille, alors je regarde aussi Virginie, parce qu'on travaille de façon conjointe, donc sur tout ce qui est formation de nos conseillers, mais aussi sur tout ce qui est outils d'aide, que ce soit pour nos conseillers et pour nos clients, puisqu'effectivement, pour vulgariser tout ça et accompagner au mieux, il faut aussi que le client sache où il veut aller, quelque part. Et c'est vrai qu'un client qui arrive avec quelques idées un petit peu plus précises, d'où le isolé, chauffé, ventilé, qui est quand même très important finalement. Ça permet aussi aux clients et aux conseillers de pouvoir se retrouver sur la façon dont il faut monter le projet, et puis permettre à nos conseillers aussi de monter en efficacité, en capacité à monter les dossiers, parce qu'effectivement, comme tu le dis, éco-PTZ, éco-PTZ MPR, je suis pas éligible parce que ce que je veux faire, ça rentre pas dedans. Donc c'est le pré-rénovation énergétique. Donc on met en place un certain nombre d'éléments de support, que ce soit pour nos conseillers ou pour nos clients, pour être au plus près du besoin. Et alors, je ne vais pas dire de la simplification et de la simplicité, parce que c'est un sujet qui n'est pas simple, donc je ne me permettrai pas d'utiliser ce mot-là, mais en tout cas, on met tout en œuvre, que ce soit côté conseiller ou que ce soit côté client, pour essayer de trouver des solutions simples, efficaces, pour permettre à nos conseillers d'accompagner au mieux nos clients dans ces démarches qui sont aussi compliquées. Et puis le dernier point, et qui est super important, c'est que depuis tout à l'heure, on parle de rénovation énergétique au sens de l'amélioration de la note. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier non plus le confort de nos clients, parce qu'on a quand même un certain nombre de clients qui ne viennent pas que dans un but mercantile et d'amélioration de leurs biens et de leurs valeurs, voilà. Mais qui viennent vraiment aussi rechercher un confort dans leur habitat. Et c'est aussi important de prendre ça. Et ça fait aussi partie de notre démarche. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans une approche mercantile de la valeur du bien, mais aussi auprès de nos conseillers et de nos clients sur l'importance d'avoir un bien dans lequel on se sent bien, parce qu'on va y rester normalement un petit moment, ou en tout cas, on veut que nos locataires soient bien dedans aussi pour y rester. Alors, j'ajouterais, mais c'est peut-être aussi quelque chose, c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, mais c'est aussi, on voit les implications et la responsabilité de la banque en général, à partir du moment où elle finance, qui est recherchée par les avocats ou quoi que ce soit, c'est aussi une forme de sécurisation des encours de crédit qu'on réalise auprès de ses clients, parce que ça évite que le client vienne derrière se positionner en réclamant par rapport à ça. Donc c'est pour ça que les DPE sont très importants, qu'on les utilise, qu'on est aussi vigilant sur les modifications qui vont arriver au 1er janvier prochain, notamment pour les logements qui sont chauffés à l'électrique. Donc qu'on arrive aussi, nous, à mesurer quels peuvent être les impacts et qu'on soit couverts. Donc effectivement, on forme nos conseillers à savoir lire, remplir les formulaires, essayer de trouver les bons partenaires pour nous accompagner sur ces projets-là. Donc c'est vrai que nous, Caisse d'épargne, on a des partenaires privilégiés qui accompagnent à la rénovation énergétique. Donc c'est un comité d'agrément, c'est-à-dire qu'ils doivent montrer un dossier pour être entre guillemets coopté par. Alors c'est pas un comité d'agrément, c'est qu'on a vraiment des partenaires qui peuvent accompagner nos clients sur la rénovation énergétique. Donc en l'occurrence notre partenaire principal sur ce sujet, c'est Cosynergie, qui est un partenaire du groupe, qui est une branche de notre groupe, et qui accompagne nos clients pour faire le diagnostic du besoin, pour justement qu'ils soient accompagnés, qu'ils prennent en charge aussi ces formulaires, cet accompagnement global de notre client pour assurer le dossier du conseiller,
assurer la satisfaction du client dans la prise en charge de son dossier et de ses travaux. Et puis, effectivement, comme tu le disais, c'est s'éviter les écueils qu'on peut rencontrer aussi sur les travaux de rénovation énergétique s'ils sont mal ou orchestrés ou voilà, dirigés. Pas forcément menés à terme correctement, on va dire. Voilà, parce qu'on est quand même en rénovation, notamment sur des rénovations d'ampleur. Exactement. On n'est tout de même pas très loin du sujet des problèmes de construction ou de diverses opérations lourdes en bâtiment avec les retards, les malfaçons, les réclamations, etc. C'est ça. Alors juste en complément, on est aussi, nous, en train de... Je le dis parce que ça commence aujourd'hui, donc ce serait dommage que je ne le dise pas. On met à disposition de nos clients un simulateur de rénovation énergétique qui a justement pour vocation de pouvoir avoir les grandes mannes de son logement tel qu'il est aujourd'hui et de ce qu'on peut envisager comme travaux pour voir comment il faut monter le dossier, ce qu'on peut envisager, quel coût ça peut représenter, parce qu'effectivement, il y a toute cette analyse de revenus fiscaux qui est intégrée à cet outil pour que nos clients, justement, aient cette première brique, qu'on soit en copropriété ou pas d'ailleurs, parce que ça fonctionne de la même façon sur la partie individuelle. Et ça permet justement d'accompagner au mieux nos clients sur toutes ces démarches-là et nos conseillers. Alors, c'est pas de faire outrage au monde bancaire que de dire que même si ça a été un petit peu long à mettre en place, aujourd'hui, les principales banques de la place en France ont aussi toutes embarqué des solutions, alors plus ou moins poussées les uns les autres, mais en tout cas, ont été responsabilisés par rapport à ça et se sont manifestés. Alors, sur la copro, c'est peut-être un peu moins vrai sur le collectif, mais on va en parler tout à l'heure avec Sylvain. Mon sourire devient pas de là, il vient de mon expérience. Et dans les banques qu'on fréquente toujours, en fait, on se rend compte qu'il y a des banques nationales à qui on pose la question en disant c'est quoi verdir un encours ? Ils ne savent pas ce que c'est. Et des banques nationales n'ont toujours pas entamé je ne vais pas citer de nom parce que c'est pas le but, qu'on soit bien clair. On est corporate. On est corporate, mais on vient de loin. Ça veut dire que, ok, on veut verdir des encours. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire un prêt immobilier en tenant compte de la lettre, en tenant compte des travaux. Oui, ok, mais puis c'est quoi les encours actuels qu'on a dedans ? Enfin, et en fait, c'est pas clair. Il n'y a pas de normes. C'est pas normé. Un encours vert. On veut tous verdir nos encours, mais en fait, ça veut dire beaucoup. Puis ça veut rien dire parce qu'en fait, personne ne sait trop comment aborder le sujet. On en est à former des banques pour leur expliquer quelle est notre vision des choses sur le verdissement des encours. Je ne dis pas que c'est le cas avec les épargnes, bien évidemment. Sauf à te faire lapider durant cette table ronde. Non, mais je n'irai pas jusqu'à non, mais une fois encore, je pense qu'il faut avoir conscience que l'ampleur, ça a été répété par chacun d'entre vous, l'ampleur est telle que c'est une prise de conscience sans doute un peu tardive, qu'il faut que les choses se mettent en place. Moi, je note quand même que, en tout cas, sur le marché privatif du logement, il y a une prise de conscience assez généralisée, avec des moyens, avec des intentions et des dispositifs variés les uns les autres, heureusement. Mais en l'occurrence, il y a quand même une prise de conscience. Et c'est pareil, on essaye aussi de structurer, selon les établissements, d'avoir des cellules spécialisées justement pour accompagner. Exactement, parce que je pense que on ne peut pas former tout le monde. On ne peut pas former tout le monde, et il y a cette sensibilité aussi avec du coup les conseillers où il y a quand même beaucoup de turnover, de dire que finalement on ne peut pas être spécialiste et en épargne et en assurance et en crédit, etc. Donc ceux qui ont cette fibre-là, ils sont tout à fait en capacité d'accompagner les clients. Ceux qui le sont un petit peu moins peuvent s'appuyer aussi sur des cellules centralisées qui ou des vont les accompagner, etc. ou des référents, que ce soit pour l'individuel et également pour le collectif, où là on crée des structures vraiment spécialisées au sein des établissements. Alors, tu évoquais, Sylvain, la notion de passoire thermique. Plusieurs d'entre vous l'ont aussi effleuré. Aujourd'hui, ça concerne quand même principalement, dites-moi si je me trompe, principalement tout ce qui va être occupant, non occupant. La première des sanctions, c'est concernant l'immobilier locatif, avec un calendrier qui a été mis en place pour pouvoir arriver. On y va step by step avec les lettres, on les remonte au fur et à mesure dans l'alphabet. Ouais. On a évoqué vite fait l'audit réglementaire. C'est destiné à aller plus loin parce que, comme on le dit, s'il n'y a pas d'obligation et s'il n'y a pas le retour sur l'investissement, les gens, il y a peu de chances qu'ils y aillent. Oui,
Laetitia, on a des gens qui viennent par confort ou parce que idéologiquement, ils ont été très sensibilisés à ça. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas les autres impacts, c'est rare qu'ils fassent la démarche immédiatement. Je crois que c'est vraiment un choc culturel. Les Français, je le disais tout à l'heure, France de propriétaires, on veut transmettre un bien. Et nombre de familles ont leur petit immeuble de 4-5 appartements qu'ils ont achetés. Il n'y a pas que ces familles-là, on est bien d'accord, on va parler de tout le monde, mais ou celui qui s'est simplement acheté son studio, on va prendre le cas Bruno, de monsieur et madame Bruno Rouleau, qui ont acheté pour leur retraite, pour compenser la baisse de leurs revenus à leur retraite, qui ont acheté leur appartement il y a 20 ans. Ils sont fiers de leur achat, ils se disent « Ok, mon crédit est fini, et donc aujourd'hui, j'ai donc avoir mon complément de revenu, qui va me compenser ma baisse de revenus liés à la retraite, et donc finalement, je garde mon même niveau d'achat, donc ma stratégie était bonne. » On parle j'oublie les problèmes de fiscalité qui ont augmenté, etc. Et d'un seul coup, on dit à monsieur et madame Bruno Rouleau, ben non, finalement, vous allez plus pouvoir le louer parce que votre bien n'est plus louable, même s'il est en zone tendue, il n'est plus louable parce que vous êtes en F ou en G. C'est une révolution culturelle. En dehors, parce que dans les zones tendues, enfin, on le voit à Paris, on le voit dans les grandes villes. Aujourd'hui, quand les étudiants gardent leur logement de juin, enfin, moi de mon temps, ok, de mon temps, j'entends, naguère. Mais à l'époque, le bien, on le rendait, mon appart d'étudiant, je le rendais début juin plutôt que fin juin, et je le reprenais plutôt fin septembre. Là, les mêmes aujourd'hui étudiants, nos jeunes, ils le gardent tout l'été parce qu'ils ont peur de pas trouver de location. Donc, problème de pouvoir d'achat, évidemment, mais c'est pas normal. À un moment donné, il faut remettre les choses en ordre. Donc, il y a tous ceux qui sont sortis du marché de la location parce qu'ils étaient en F, enfin ils étaient en G, ils vont devenir en F. Il y a ceux qui ont peur de louer, et puis enfin le monde tourne plus bien, donc il faut remettre de l'ordre là-dedans. Et il faut se dire oui, les aides sont là, on est là aussi pour rappeler ça quand même, et pour faire en sorte que les propriétaires puissent se dire on peut aller faire les travaux, on peut rénover. Et on peut remettre ces biens. Il y a plein de propriétaires qui retirent dans le doute les biens de la location pour se faire. Mais comment fait le couple, monsieur et madame Bruno Rouleau, comment va faire ce couple pour avoir un complément de revenu? Il va bien falloir qu'il rénove. Alors, soit il a sa petite maison qu'il louait, c'est son problème de se dire je rénove comment, en monogeste ou en vision globale. Mais s'il est dans une copropriété, il va bien falloir qu'il s'entende avec une copropriété à un moment donné, avec un conseil syndical, avec un syndic, pour se dire je fais une rénovation d'ampleur et l'ensemble est rénové. Ce que vous disiez tout à l'heure, notre ami Lana. Bien sûr que oui. Alors on a parlé de ces indicateurs que sont les diagnostics, DPE, on pourrait aller sur le DTG, etc., dans la copro, etc., l'ARE, enfin l'audit réglementaire. Alors, est-ce que la responsabilité de la difficulté de la montée en puissance là-dessus, elle vient pas aussi, et je suis pas là pour faire de la polémique, mais simplement de la complexité, de la compréhension de ces diagnostics, et surtout de leur fluctuation, quand même. Faut être honnête, depuis 3 ans, on vit des trucs qui changent, qui reviennent, qui bougent. On a voulu réintégrer un certain nombre par le changement des méthodes de calcul du DPE. Mathieu, c'est un sujet sur lequel vous êtes potentiellement sollicité, soit par vos distributeurs, soit vous-même en direct, ou... Nous, côté ANA, si vous voulez, le DPE... Aujourd'hui, ne rentre pas en fait dans le calcul des aides. Aujourd'hui, on est plutôt réellement concerné par toutes les problématiques d'audit. On parle d'audit réglementaire, mais en fait, c'est pareil, quand on parle de DPE, tout ça, ça existe depuis très longtemps. Hein. C'est juste qu'on les a rendus opposables de fait depuis 2021 pour le DPE, si je ne me trompe pas, et 2023 pour l'audit réglementaire. Donc, c'est ce qui a aussi permis de faire rentrer dans le quotidien, parce qu'avant, le DPE existait, mais quelque part, il n'y avait pas de sanctions à louer. Avec une absence de sanctions quand ils... Voilà, et même si la lettre était pas bonne, il n'y avait pas de grande importance. À partir de 2021, le DPE a pris une importance majeure dans la valorisation du logement, mais ça a rendu aussi fortement responsables les diagnostiqueurs qui avaient en face des propriétaires. Et donc, je pense qu'il y a eu aussi une prise de conscience aussi des filières. Hein. Je pense que la ministre est intervenue cette année dans les problématiques de création d'un ordre des diagnostiqueurs. Enfin, tout ça est en train de se consolider. Et je pense que, c'est ce que je dis souvent, hein, la rénovation énergétique, à l'échelle de l'ensemble des politiques publiques, on est sur quelque chose de finalement assez jeune, en fait. Hein. Enfin,
quand on dit 2020, finalement, à l'échelle de politiques aussi massives, on est quasi dans des gosses plans qui vont durer jusqu'à 2050. Donc, il faut se dire que là, on est en 2025, on est à peine à la moitié du chemin, et on verra bien si on arrive à garder cette tendance, parce qu'il va y avoir aussi un mur d'investissement à satisfaire. On parle de la puissance publique, mais je pense aussi que tout le monde autour de la table, les différentes typologies de financeurs vont devoir aussi s'organiser pour pouvoir passer la bosse. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, on est encore sur un secteur d'activité qui se consolide au fil de l'eau, en fait. Et au gré, effectivement, pour l'instant, des stop and go. Nous, au niveau de l'opérateur ANA, on appelle à la stabilité du système, parce que quelque part, en découle derrière les problématiques, notamment capacité de traitement. Capacité de traitement pour nous, mais surtout, si vous voulez des artisans, les artisans embauchent, ils savent un petit peu ce qu'ils vont avoir comme carnet d'adresses dans les prochaines années. Si on n'a pas une politique un peu stable dans les prochaines années pour permettre justement aux acteurs économiques de se dire, bon, est-ce que j'investis, est-ce que j'emploie, est-ce que France Stratégie disait en 2023, c'était de 200 000 nouvelles embauches qu'il fallait assouvir d'ici 2030 sur la rénovation énergétique. Mais encore faut-il que les acteurs économiques aient une visibilité en fait de l'équilibre du secteur pour pouvoir savoir de quelle manière ils vont s'organiser. Embaucher, c'est d'abord des charges avant d'avoir les revenus qui vont avec. C'est ça. Même au niveau du propriétaire, le fait d'engager des travaux, si à un moment il y a des stop and go sur les aides, etc., c'est j'y vais plus, ça passe. Quel niveau d'aide je vais avoir ou pas? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que j'attende un petit peu? Dans les faits, on a eu une séquence un peu difficile au niveau de l'opérateur cette année avec une fermeture du guichet. Mais sur le fond, il vaut mieux une aide peut-être un peu moins ambitieuse en montant, soit stable dans le temps, pour permettre à avoir, vous le disiez tout à l'heure Sylvain, la partie aide à la copro est stable depuis 2022, c'est-à-dire qu'on n'a rien changé du tout, et on voit que la courbe est en croissance constante. Et en plus, on est dans un cycle de prise de décision qui est beaucoup plus long sur le syndic de copropriété. On disait tout à l'heure, on doit aller voir tout le monde, le syndic de copro, est-ce que tout le monde est d'accord? Je parle même pas de la contraction du prêt collectif, le cas échéant. Si on n'est pas sur une certaine forme de visibilité, au moment où le syndic de copro a à peu près bouclé son dossier, si les règles ont changé entre deux, c'est tout l'équilibre du dossier qui change. Mais on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, si on le voit. Non, le but, c'est pas de dire, de critiquer, c'est de... Je sais bien, Bruno, mais si on le voit de façon objective, hier, dans les Échos, la Caisse des dépôts va tripler ses investissements dans la transition énergétique. La sixième période des C2E vient d'être validée. C'est 25% de plus d'obligations qui va être distribuées pour aider à la rénovation énergétique. Ce sont quand même plutôt des bonnes nouvelles qui vont dans le sens. Alors, il faut que ça s'organise. Et on aurait juste envie de dire quand j'entends ça, enfin moi j'ai envie de dire en tout cas, mais j'imagine qu'on partage le sujet, c'est qu'on aimerait que cette politique de la rénovation énergétique, elle soit transpartisane des politiques de logement. Des politiques pures. C'est-à-dire que à un moment donné, qu'on soit extrême gauche, ça reste un besoin primaire pour les ménages français. On devrait avoir un consensus transpartisan de se dire est-ce qu'on est moins d'accord? On parle beaucoup aux politiques, aux députés et autres, et vous aussi autour de la table. On n'est pas les seuls, bien évidemment, mais tout le monde veut ça. Mais évidemment, ça a du mal à se mettre en place. Mais quand la Caisse des dépôts dit moi je triple mes investissements, et ça date d'hier, et quand la sixième période des C2 arrive, bon, c'est quand même des éléments qui vont dans le bon sens. C'est pas des éléments où on se dit, merde, on enlève encore ça, ça va être compliqué. C'est plutôt des signes positifs. Et le monde est engagé. Alors, il y a oui, bien sûr qu'on voit le côté États-Unis, le négationnisme autour de ça, mais il y en aura toujours. Puis ce sera pas lui demain, et puis dans 2 ans, ce sera plus lui, ce sera un autre, ou dans 2 ans et demi maintenant, mais il y aura quelqu'un d'autre, et puis ça arrivera, et puis ça bougera, mais le mouvement, bien sûr qu'il est enclenché. Et on est croyant du mouvement, en tout cas, et en étant sachant dans l'écosystème dans lequel on est, mais on est vraiment croyant du système, et on n'a aucun doute sur la capacité à délivrer et à aller rénover nos 6000 copropriétés par an pour les 5 ans qui viennent. Peut-être pas tout. J'étais pas dans cette critique par rapport à ça. J'étais juste sur l'explication de ces éléments-là. Alors, on s'est écarté. Je reviens sur ces diagnostics, etc. Parce que si l'ANA, ça n'est pas un élément, un indicateur essentiel,
Ça l'est par contre dans les critères d'attribution et les critères de distribution des crédits bancaires. Alors, surtout sur la partie pré-réglementée. Exactement. Où là, effectivement, on a des règles strictes À respecter et contrôler. Exactement, et dont on est responsable pour la distribution, que ce soit sur les éco-PTZ individuels ou collectifs, avec des gains, soit des gains énergétiques, soit des gains de classe. D'accord. Sur les DPE. Donc oui, c'est des indicateurs après qu'on va suivre et qu'on va aussi acculturer auprès de nos clients, justement, pour les accompagner en fait dans ces gains-là et avoir cette vigilance en fait par rapport aux travaux qui sont engagés. Laetitia, tu nous parlais tout à l'heure justement de tout ce travail d'accompagnement, etc. La phase entre guillemets de sanction des chantiers, etc. J'imagine qu'elle est hyper importante parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'une part de déception et de non-respect deuxièmement. Et puis la troisième chose, c'est qu'on ne sera pas à l'efficience maximum de ce qui a été engagé et de ce qui a été préconisé aux clients. Alors c'est aussi pour ça que nous, on avance, alors côté caisse d'épargne, sur un certain nombre d'autres partenaires qu'on met aussi à disposition, donc notamment sur les DPE, où on travaille avec des entreprises, une entreprise en particulier, pour justement assurer l'élaboration du DPE post-travaux, pour justement assurer qu'en termes de sanctions, les travaux ont bien été réalisés, que l'évolution du DPE est bien constatée par cet organisme qui est notre partenaire et qui va venir justement accompagner cette phase de travaux et éviter cette phase de sanctions en allant chercher et vérifier l'existence des travaux, la bonne fin des travaux et l'efficacité sur le DPE qu'on va pouvoir constater. Et sur la partie, par exemple, crédit immobilier, sur la partie acquisition, sur le crédit à impact, on est vraiment sur une option dans notre gamme de prêts, c'est-à-dire que justement, on ne veut pas être là pour sanctionner, mais plutôt pour accompagner le client en disant, voilà, vous avez tel taux sur le démarrage, si vous réalisez bien les travaux, voilà, vous réalisez les travaux, on les finance ou pas, on bonifiera votre taux à partir du moment où vous venez avec votre DPE amélioré. Du coup, si le client ne le fait pas, il n'a pas de sanction, on ne va pas remonter son taux, il va rester avec son taux de départ. Ça sera vraiment bonification s'il fait les travaux en bonne et due forme. Je crois que c'est important quand même aussi de bien rappeler la différence entre DPE et audit, parce que il faut les ménages se disent qu'est-ce que c'est que tout ça, on me demande plein de documents et tout ça c'est très cher. Nous on résume les choses d'une manière assez simple, le DPE pour nous, même s'il a un peu évolué et qu'il préconise certains scénarios de travaux assez allégés, c'est avant tout une photographie de l'état de son logement à un instant T. L'audit, lui, va permettre justement de dérouler des scénarios de travaux pour avoir un objectif justement de classe DPE de sortie cible. Et donc c'est là où l'audit, quelque part, apporte ce surcroît d'accompagnement par rapport au DPE. Le DPE, c'est vraiment mon logement est F et G, voilà à quoi je peux prétendre, est-ce qu'il est louable, est-ce que je peux le vendre, est-ce que... L'audit, il est maintenant même couplé, nous, avec l'accompagnateur Rénov'. Quelque part, c'est la base, finalement, de l'accompagnement. C'est voilà l'état de votre logement et voilà ce qu'on vous préconise de faire comme travaux et dans quel ordre, etc. pour pouvoir atteindre telle étiquette qui vous donnera accès au dispositif incitatif, mais aussi qui vous réouvrira la possibilité de louer votre logement ou de le revendre dans de bonnes conditions. Ou de garder une valeur pour le transmettre aux héritiers. Sylvain, les gros investisseurs, parce qu'on en est sur les ménages qui sont principalement occupants, ou c'est le petit investissement locatif, mais on a aussi des gros investisseurs. L'attitude par rapport à ça, ça a été une attitude où on s'est précipité là-dessus. J'ai beaucoup lu sur le fait que quand on a rouvert le guichet, ça a explosé parce qu'il y avait plein de trucs dans les tuyaux. Et du coup, on critiquait un petit peu ces gros investisseurs qui avaient monopolisé, entre guillemets, les places. C'est vrai, c'est pas vrai? Comment tu les as, toi, ces investisseurs? Non, parce que les gros investisseurs sont souvent des foncières qui possèdent des immeubles entiers. Ils ont attendu personne. Depuis toujours, ils se disent « Ok, je dois rénover mon patrimoine régulièrement ». On le voit dans Paris ou dans toutes les grandes villes, il y a toujours des travaux, c'est des grosses foncières, propriétés de banques, d'assureurs ou autres sur la partie foncière, qui eux rénovent. Ils n'ont jamais rien attendu, ils n'attendaient même pas les C2E. Donc ils n'attendaient pas d'aide. Donc certificat d'économie d'énergie. Merci de le rappeler, Bruno. Et ceux qui ont besoin, donc ceux-là, ils étaient déjà assimilés à un statut professionnel qui se prenait en main, où eux allaient déjà depuis de nombreuses années
quand vous possédez une dizaine d'immeubles, alors oui, pour les auditeurs, c'est peut-être pas le commun des mortels, mais celui qui possède une dizaine d'immeubles de 40-50 lots, soit hérités ou soit parce c'est son job de gérer ça, son job c'est de les garder en bon état, entretenir, rénover, garantir une bonne consommation. Parce que la valeur de leur foncière vient de là. Le particulier, il n'en avait pas conscience. Et le particulier, heureusement qu'il y a l'ANA, heureusement qu'il y a l'État, pour se dire, on va vous aider, on va vous prendre en main. Sinon, à un moment donné, les maisons, au bout de 40 ans, pas rénovées, globalement, ça vaut plus rien, ça vaut de la destruction quasiment. Enfin, et le français n'est pas... Le marché est un petit peu biaisé parce qu'on n'a pas eu de choc d'offre. Donc, malgré tout, ça résiste malgré tout relativement bien. Ouais, on n'a pas eu tous les faits du diagnostic, même si ça commence à venir. Il y a quand même une décote verte qui est quand même conséquente, ou que ce soit, même dans Paris aujourd'hui. On ne peut plus nier, la nier, cette décote verte. Donc, il faut... mais si on n'est pas là, ensemble, pour acculturer et un peu ensemblier à notre façon, chacun dans son jeu de rôle, et de se dire, c'est ensemble qu'on va le faire. On a besoin d'une banque, on a besoin de l'ANA, on a besoin d'une structure comme Synergie pour agréger tout ça, ou pas, peu importe. Je ne suis pas là pour prêcher à tout prix ma paroisse, mais en tout cas, il y a besoin ensemble, d'avoir un même mouvement et d'être croyant dans ce mouvement. Je crois qu'on est croyant, mais parce qu'on n'est pas croyant convaincu. De façon, parce qu'on est convaincu, parce que le système, il marche, et c'est ce qu'il faut rappeler aux auditeurs. Ça marche, il y a eu des stop and go, puis les médias s'en mêlent et adorent ça, mais fondamentalement, trouver un pays où il y a ça. Trouver un pays où on dit, attendez, vous êtes un particulier, vous êtes un ménage, vous avez 3 500 € de revenus par mois, vous avez votre maison individuelle qui vaut 300 000 € en banlieue à Dijon ou à Clermont-Ferrand, et on vous dit que nous, l'État, on va vous aider, on va vous accompagner à la rénover. Mais ça n'existe nulle part, à ma connaissance. Et les Américains nous envient les premiers sur ce sujet-là. On en parle avec eux. Tu parles encore avec eux? Oui, bien sûr. Et peut-être pour compléter le propos, parce qu'on parle beaucoup de foncières, on est vraiment en zone urbaine plus tendue, avec un certain niveau de... Mais c'est pas le cas partout. C'est pas le cas partout. Et l'opérateur, effectivement, intervient aussi en subsidiarité avec les collectivités, parce qu'il ne faut pas l'oublier. On parle beaucoup de l'ANA, mais l'ANA travaille avec les collectivités sur le territoire. L'intervention des collectivités est majeure, y compris en termes de subsides complémentaires par rapport aux aides de l'ANA. Mais il y a certains territoires ruraux où, quelque part, les travaux sont quelquefois plus chers que le prix du logement lui-même. Et ces ménages-là, il ne faut pas les abandonner non plus. Ouais. Donc il y a aussi, comme vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas que le mercantile. Il y a aussi, effectivement, permettre aux gens de continuer à habiter aussi... là où ils souhaitent, y compris dans des territoires qu'on considère peut-être aujourd'hui en déprise, qu'ils ne seront peut-être plus demain. Il faut que ça fait partie aussi d'une forme d'aménagement du territoire. Et puis d'une sorte d'égalité telle que le pays l'a toujours évoqué. Je reviens encore à propos de Laetitia. Je vais être un peu provocateur. J'ai encore des gens qui hésitent à engager les travaux parce que, alors je ne parle pas du prêt qui accompagne l'accession, etc., mais parce que derrière, le versement de la subvention va peut-être tarder un petit peu, parce que l'artisan n'est pas très chaud pour y aller, parce que lui-même va devoir sans doute faire un peu la trésorerie là-dessus. Est-ce que les offres bancaires aujourd'hui ont tenu compte de ces éléments-là? Comment ça se passe? Comment ça se déroule concrètement? Alors, concrètement, il y a effectivement l'éco-PTZ, l'éco-PTZ MPR, mais qui effectivement peuvent entraîner un certain délai, notamment pour récupérer les aides qui sont associées à ce type de prêt. Oui, et Mathieu, excuse-moi de couper, mais Mathieu le précisait, on oublie souvent qu'effectivement un certain nombre de collectivités territoriales accompagnent aussi ces éléments-là. Alors, ils sont peut-être aussi subventionnés derrière encore par l'ANA, mais en tout état de cause, il y a aussi parfois, il ne faut pas hésiter à se renseigner auprès de son environnement municipal ou Donc, il y a effectivement toutes ces aides locales, et c'est aussi pour ça qu'on a des partenaires, parce que eux, ils connaissent le tissu local qui peut aller chercher les aides, qui peuvent accompagner nos clients sur cette partie-là. Et puis, d'un point de vue purement financier et établissement bancaire, on a aussi des prêts rénovation énergétique qui sont là et qui peuvent être mises en place, notamment pour compenser soit un éco-PTZ qui n'est pas suffisant pour boucler l'intégralité des travaux
travaux qui sont à réaliser. Et donc, on a d'autres solutions qui viennent en complément et qui permettent à nos clients d'être accompagnés et de faire face. Alors, dans la mesure du possible, après, effectivement, on a toujours cette notion de capacité parce que nous, notre métier, c'est quand même de prêter à un client qui est en mesure de rembourser. C'est quand même notre métier de base. Donc, effectivement, on tiendra toujours compte de ça et donc, on aura une analyse du dossier. Donc, la réponse, elle ne peut pas être universelle sur cette question. Mais c'est vrai que dans la mesure du possible, il y a toujours des solutions qu'on peut mettre en place à côté et qui ne sont pas de l'ordre de l'éco-PTZ ou de l'éco-PTZ MPR pour permettre à nos clients d'avoir des solutions. Si je peux me permettre, on voit oui, qu'aujourd'hui, bien le sûr. sujet, c'est le reste à charge, la couverture du reste à charge des ménages est toujours le nerf de la guerre, mais il y a un vrai sujet de préfinancement aujourd'hui, en fait. Enfin, il n'y a pas que, on se focalise sur les aides de l'ANA. Bon, effectivement, je pense qu'il faut avoir un discours constructif. L'ANA, pour verser plusieurs dizaines de milliers d'euros, va pas faire un petit contrôle de surface. Enfin, c'est normal qu'on soit amené à bien contrôler le versement des deniers publics. Derrière, on l'oublie souvent, mais les C2E, c'est pareil. Dans les faits, il faut plusieurs mois pour que des C2E soient finalement valorisés et qu'il y ait le retour investissement côté... Et donc derrière, c'est comment on arrive à effectivement accompagner ces ménages dans la logique de préfinancement. On avait des avances de l'ANA, mais qui ont été fortement baissées pour des questions de la contrainte budgétaire. Enfin, on va pas s'étaler là-dessus, mais je pense qu'il y a une problématique de contrainte budgétaire d'ordre général aujourd'hui pour le budget de l'État qui n'est pas propre à l'ANA. Bien sûr. Mais derrière, il y a d'autres dispositifs qui nécessitent aussi quelque part une forme de préfinancement. Alors on a eu on a les mandataires financiers, nous, avec lesquels on travaille beaucoup, qui ont accompagné la montée en charge aussi de la massification de la rénovation énergétique. Et tout à l'heure, on parlait de normalisation du secteur, etc. Ça va être très important aussi que tout cet écosystème aussi, dans le temps, prenne sa place. Prenne sa place. On a le secteur bancaire qui s'est placé en mandat financier. C'est assez récent finalement. C'est sur les 2 dernières années. On a plusieurs banques qui sont placées en mandat financier et qui vont être des acteurs, très importants du marché pour pouvoir aider les ménages. Mais il reste encore tout cet écosystème qui est issu, y compris effectivement de l'historique des C2E, parce qu'avant, à MaPrimeRénov', il y avait les C2E avec le CITE, etc. Et donc c'est comment on arrive à accompagner cet écosystème pour qu'il continue aussi à avoir cette utilité de préfinancement, mais tout en garantissant, en sécurisant le parcours du ménage. On faisait un salon il y a 15 jours et on rencontrait sur la copropriété dans Paris et on rencontrait effectivement beaucoup d'entreprises qui nous disent, nous, on a planté quelques chantiers, donc avec les échafaudages qui sont là depuis 1 an sur les immeubles, parce qu'on n'a pas eu les subventions, donc on n'a pas été payé globalement, donc si on n'a pas été payé, on va vers le syndic pour qu'on n'a pas été payé, parce qu'on n'a pas les avances de sub, etc. Oui, mais nous, il faut les payer les gars, à un moment donné, c'est que ça devient compliqué, donc oui, il faut trouver le système pour unir un peu tout ça, c'est un peu notre rôle, et de se dire comment on trouve, nous, le fonds d'investissement qui va accepter d'aller faire l'avance de subvention. Donc on a les accords, mais en même temps, en attendant, il va falloir que ça arrive. Pour autant, il va falloir que la copro avance dans ses travaux. Il faut bien donner un ordre de service, un OS, à un patron d'une boîte d'artisans, pour dire, mon gars, tu peux aller mettre ton échafaudage maintenant, tu peux commencer l'ITE, la rénovation par l'extérieur, et tu peux commencer à changer les fenêtres, tu peux y aller parce que on te garantit que le financement il est fait. Et en fait, ce sont aussi des drames sociaux, des chantiers, des immeubles où vous les voyez, où les échafaudages sont là depuis 1 an, 2 ans, il ne se passe plus rien, tout le monde a abandonné, tout le monde est parti, personne ne veut plus revenir, ça devient compliqué, c'est tendu de tous les côtés, donc c'est important. Donc oui, l'avance de subvention, on a des aides, il faut qu'elles se mettent en place, il y a des contrôles, Mathieu l'a bien rappelé, et ça choque personne. Les obligés qui distribuent les C2E, les pollueurs-payeurs, ils ont leur dose de contrôle aussi. Je peux vous dire qu'ils sont quand même assez sévères aussi et costauds aujourd'hui. On va vérifier sur pièce, sur chantier, que l'aide finalement publique complémentaire à l'ANA soit bien délivrée. Ça choque personne, mais en même temps, il faut le faire. C'est un travail qui est atomisé à l'échelle de l'individu, du logement, de l'immeuble, de la copro ou du pavillon de la maison de monsieur et madame Bruno Rouleau. Peu importe, en tout cas, il faut y aller, il faut les faire. Donc il faut qu'on trouve on a la solution, mais de plus en plus, on est sollicité. Alors, les détracteurs vont dire, bah oui, mais c'est un coût.
Donc finalement, vous nous donnez une subvention d'un côté, puis vous nous faites une avance, et cette avance, un la coup, financer. oui, mais enfin bon, entre un coup sur un an d'une aide, pour une aide qui est là pour 20 ans et qui est quand même du boni de l'État, ne remettez pas les choses en cause. Non, mais Et là, je et là, pense pas c'est que... justement sur notre offre pour les copropriétés, on a vraiment une offre qui est globale, où on intègre le préfinancement des subventions pour pouvoir justement éviter à la copropriété ou aux de copropriétaires faire du en stop fait, and go ou d'avancer d'avancer les fonds. petitement. Donc effectivement, c'est une offre qui est tarifée, mais c'est vraiment sous forme de pré-relais sur 3 ans qui va permettre d'avancer ces fonds-là et de ne pas avoir de trous ni de rupture au niveau du chantier. D'accord. Bah justement, on va y aboutir. On va, oui, à cette offre pré-collectif qui est toute nouvelle, qui est vraiment aussi assez révolutionnaire dans le paysage bancaire, puisqu'on fait appel à une personne morale qui est assez compliquée, et en tout cas les composites là-dedans. Alors, c'est Alors, voté depuis fin 2024, je crois, quelque chose comme ça, mi-2024, fin 2024. Non, Et- ça dépend de l'adhésion obligatoire. alors, Parce qu'il y a deux choses. Il y a effectivement l'offre de financement de copropriété qui existe depuis les années 80, qui a été étoffée au fur et à mesure par oui, rapport à les d'accord. les Non, mais ça, copropriétés, etc. ça c'est ce qu'on Ça, avait c'est ce qu'on déjà, a déjà, et avec qu'on des déploie, offres voilà, de et ce qu'on banques. déploie, et ce qu'on déploie au niveau de l'ensemble des caisses d'épargne. Après, ce dont tu parles, c'est effectivement le prêt adhésion le prêt obligatoire. collectif. Donc qui est un prêt collectif, mais qui est dans la gamme de prêts collectifs. Alors aujourd'hui, il n'y a personne qui le distribue. Il y a quand même des sujets sur ce prêt-là, puisqu'il y a un sujet de garantie. Il y a le fait d'embarquer tout le monde, qui va à l'inverse de la loi Warsmann, qui justement depuis 2014 obligeait le recensement des copropriétaires, puisque on adhère à ce prêt collectif si on le souhaite, il n'y a pas d'obligation, tandis que sur le nouveau prêt, c'est tout le monde est embarqué sur ce prêt collectif, sauf si on se manifeste et qu'on paye le montant de sa quote-part. Donc c'est vrai que c'est une autre démarche. Et surtout, nous, dans nos prêts collectifs, le prêt collectif classique, on a ce pouvoir-là aussi de pouvoir exclure des copropriétaires. Les copropriétaires qui ne sont pas à jour des charges, qui ont des interdits bancaires, on peut les ressortir du prêt collectif et de partir sur une copropriété qui va être saine. Et comme on disait, sur les copropriétés dégradées, là, on va financer uniquement la partie pré-financement de subvention. Mais voilà, pour tout ce qui est éco-PTZ, etc., on va faire le choix aussi des copropriétaires et qui sont alliés aussi avec une garantie qui désolidarise les copropriétaires les uns vis-à-vis des autres en cas d'impayé, pour que chacun soit uniquement responsable de sa dette et non pas de celle du syndicat. Dans le nouveau prêt qui sort de la loi Habitat dégradé d'avril 2024, dont on a eu le décret qu'au mois de juillet, donc il y a encore énormément de discussions parce qu'effectivement, on embarque toute la copropriété, tous les copropriétaires, sauf celui qui, comme je disais tout à l'heure, qui peut justifier voilà. de... Mais du coup, on est bien sur un prêt qui est rattaché au lot de copropriété, donc qui va être intégré dans les charges de remboursement. Donc c'est pareil, c'est le syndicat qui va payer. Qui va piloter en fait ce prêt. Le remboursement du prêt. Donc du coup, ça fait un appel de charges et on augmente aussi les charges au sein de la copropriété. Donc sur un habitat, si on fait un prêt, effectivement, 100, 200 euros de plus en charges trimestrielles, ça a un poids aussi, notamment sur la valeur aussi au moment de la revente. Et il y a un sujet, justement, le fait de ne pas pouvoir exclure de copropriétaires, il y a un sujet aussi au niveau risque, puisque effectivement, on embarque tous les copropriétaires, y compris des mauvais payeurs qui sont déjà à l'origine mauvais payeurs et qui ne vont pas juste rembourser leur quote-part de prêt. Alors, on va peut-être se prendre, même si l'heure avance et qu'il va falloir qu'on achève cette table ronde, mais sur ce sujet-là, on va peut-être reprendre le prêt dans ses caractéristiques à l'origine. On fait un prêt au syndic. Au syndicat. Voilà, au syndicat, oui. Ça, souvent un syndicat, dès lors qu'il soit volontaire. C'est bien la copropriété. Voilà. Et Il n'y a pas de minimum avec. On est juste sur un syndic bénévole en dessous de 10 lots et au-dessus. C'est 2 copropriétaires minimum pour un minimum d'empreinte de 30 000 euros. Voilà, ça, ce sont les règles que la Caisse d'épargne a édictées. Est-ce que ce sont des règles légales ou c'est non? Alors,
On était les seuls. J'ai pas souvenir que dans l'arrêté. Voilà. Après, 2 copropriétaires minimum, oui, parce qu'on est sur du collectif, donc tout seul, c'est du prêt individuel. Oui. Donc, voilà. C'est bien de se moquer d'un ancien, c'est bien. Et les 30 000 euros, effectivement, bah, c'est nous qui avons mis ce Oui, oui. plafond-là, donc c'est Pour que ça soit réglementé. Mais voilà. Exactement. Donc la garantie, elle n'y en a pas. C'est un cautionnement. C'est un cautionnement solidaire du coup, qui permet de désolidariser les copropriétaires entre eux. Exactement. Donc comme ça, un copropriétaire qui ne rembourserait pas son prêt ne va pas inquiéter ni le syndicat, Ni la masse. Voilà, c'est ça. Exactement. OK. Donc après un remboursement qui s'effectue Sur le compte de chaque copropriétaire. sur le compte de chaque propriétaire, ça transite par le compte travaux, le fonds travaux, ou c'est Alors, un appel de charge spécifique? Parce que ça aussi, c'est des sujets dans les gestions des copropriétés qui est souvent très touchy. on va verser sur le compte travaux de la copropriété. C'est ça. Donc on verse, puisque l'emprunteur c'est le syndicat des copropriétaires, donc on verse au syndicat des copropriétaires. Et les copropriétaires on a un statut non pas d'emprunteur mais d'adhérent et payeur sur ce prêt collectif. D'accord. Les durées Les durées de 3 ans à 20 ans. de 3 à 20 ans. Pour pouvoir y accéder et demander, il faut donc adhérer volontairement à ce niveau-là. Il faut produire les comptes rendus d'Assemblée Générale sur Alors ça, les... c'est donné par le syndic, en fait, donc on a toute une... Oui, parce que le texte de loi le prévoit. Il y a une liste formelle de... Exactement. Donc on a une liste de pièces qu'on demande pour le syndic, pour le syndicat des copropriétaires, notamment au niveau des PV d'AG, des devis travaux, etc., des comptes de la copropriété. Et ensuite, aux copropriétaires, c'est assez allégé, puisque c'est un justificatif de domicile, d'identité et de revenus sur lequel on ne fait pas un calcul d'endettement. Mais c'est seulement une règle un peu de bon père de famille pour dire, voilà, il y a des revenus, donc il peut y avoir des charges d'emprunt. Ce prêt est couplable avec un éco-PTZ collectif? Alors oui, du coup, on groupe tout. Et c'est MPR collectivité aussi? C'est éco-PTZ, avance de subvention et coprosan pour la partie restante. Et donc ça, c'est la banque qui se charge d'orchestrer et d'organiser l'ingénierie du dossier. Tout à fait. Alors, soit la banque, où on passe avec un partenaire style Synergie, en fait, ou un AMO, en fait, qui va, quand on est sur de la rénovation globale, en fait, qui va faire intermédiaire auprès des copropriétaires. Alors, excuse-moi, je te redonne la parole tout de suite. Précision pour nos auditeurs qui sont intermédiaires en opération de banque, c'est que il n'y a pas de rémunération et il n'y a pas de commissionnement là-dessus. C'est juste, en fait, d'avoir un service global auprès du client, puisque ça permettra effectivement de lui donner une solution pour pouvoir réhabiliter et rénover. Oui, Sylvain, excuse-moi. Oui, puis AMO est un statut, assistant en maîtrise d'ouvrage financier, est un statut bien particulier. On est reconnu par l'ANA, on doit être aussi délégataire ou mandataire C2E pour avoir une offre globale pour servir la copro. Dans ce que je voulais dire, c'est juste, tout à l'heure, on évoquait l'évolution du prêt collectif, donc de dire pourquoi aujourd'hui il y a un prêt collectif qui évolue à adhésion, parce que ça peut être un peu, dans l'esprit des auditeurs, ça peut être peut-être un peu fouillis, de se dire, bon, il y a un prêt, on en parle, il va bien, et pour autant, on dit qu'il évolue avec une nouvelle réglementation vers un prêt collectif à adhésion obligatoire. Tout ça, le législateur l'a juste voulu pour essayer d'accélérer la rénovation. Bien sûr. Donc c'est juste ce que je voulais dire, de se dire, le prêt décliné précédemment, bon, il était parfait, il allait bien, mais celui qui disait non, celui qui voulait pas le souscrire, il ne souscrivait pas. Et puis s'il manquait les 10 000 sur les 30 000, je vous rappelle, 30 000 en moyenne de prêts par copropriétaire, il manque 10 000, les 10 000, il adhère pas, ok, il va payer, mais il dit oui, je vais payer, puis il paye pas, et finalement ça bloque les travaux. Et donc on n'avance pas. Là, l'idée c'était pour massifier la rénovation énergétique, l'esprit de la loi, c'est de dire comment je modifie l'esprit de la loi pour faire en sorte d'accélérer. Et donc on ne demande plus l'avis des copropriétaires, on dit d'office, c'est adhésion obligatoire ce prêt. Donc vous avez tous 10 000 de reste à charge, on ne vous demande pas votre avis, on vous fait un prêt, et c'est à vous de le dénoncer et de payer comptant et donc de faire un virement sur le compte du syndic, du compte travaux, pour montrer que vous l'avez fait, auquel cas vous n'allez pas bloquer. Mais si vous ne le faites pas, en attendant, on le met en place. C'est ça l'esprit quand même. Oui, donc il y a bien une volonté de massifier du législateur, de
Face aux enjeux, ce qu'on disait tout à l'heure avec Mathieu, face aux enjeux énormes. Rappel juridique quand même, c'est que dans une copropriété, le syndic est totalement responsable et solidairement redevable des sommes qu'il gère dans le cadre du compte travaux, et il est donc interdit pour lui d'être en découvert sur un compte de travaux. Il y a même des fonds de travaux sur lesquels qui sont transmis avec un état de solde au moment de toute transaction à l'intérieur de la copro. On arrive au terme. Je voudrais vous faire juste faire un petit tour de table pour qu'on évoque simplement une dernière chose que vous pourriez donner ou un conseil à nos auditeurs intermédiaires en opération de banque. Si jamais ils sont face à des questions comme celle-ci, que ce soit une copropriété, que ce soit un copropriétaire, que ce soit un propriétaire, que ce soit un accédant, peu importe, du moment qu'il est potentiellement concerné par ça, qu'est-ce qu'on dirait, Laetitia? Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme conseil à cet intermédiaire? De vous les envoyer pour bien entendu, briefer mais avant de nous les envoyer... La perche était trop belle pour pas être tendue. Bien entendu, et je la prends. Mais non, l'idée, c'est que je pense qu'il faut vraiment avoir une approche globale de son besoin. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller se lancer dans un monogeste parce qu'on a une aide. Il faut vraiment avoir une vision globale, et pour la peine qu'on soit dans une résidence individuelle ou qu'on soit en copropriété, cette approche globale d'avoir une performance derrière de son bâtiment, que ce soit pour une amélioration financière ou de qualité de vie. Je pense que c'est vraiment ça l'approche importante à avoir quand on doit se lancer dans un projet quel qu'il soit, où il y a une lettre quelque peu dégradée au début. C'est vraiment avoir cette approche globale de la performance qu'on attend de son logement. C'est quoi notre attente? Est-ce que tu me permettrais d'ajouter que c'est d'autant plus important, comme le disait et soulignait Mathieu tout à l'heure, si le bien n'est pas situé dans une zone tendue, avec une fluidité du bien, c'est encore plus important, parce qu'il peut y avoir des enjeux de maintien à domicile, d'âge et tout ça de choses. Sylvain, toi, tu donnerais quoi comme conseil? Et puis, je n'oublie pas le parcours de Bruno Rouleau jadis. C'est pas ce qui est important dans la question. Et tu vas avoir ma réponse, et ça traduit aussi la part d'auditeurs qu'on peut avoir autour du fait de se dire, ils sont tous acteurs du crédit, et comme dans une copro de 40 ou 50 lots, il y a des personnes qui ont eu des prêts immobiliers à des taux qui peuvent être négociés aujourd'hui, il y a des ménages qui ont 2-3 préconsommations, il faut les renégocier, sinon ça passera pas. Donc il y a tout un travail à faire en amont. Donc c'est aussi le rôle de ces acteurs-là, qui sont tes adhérents, de travailler en amont ces copropriétés, et qu'ils intègrent bien que ce mouvement, aujourd'hui, il est engagé. On est des croyants et un peu des sachants, j'espère, en tout cas dans ce monde-là, et qu'on n'a aucun doute. On voit déjà ce qu'on a fait. Nous, c'est bien humble, hein, c'est 300 copros en 2 ans, mais ça montre en tout cas le mouvement. Alors sur les 6000 copros, on est loin d'atteindre un chiffre significatif, qui aurait vraiment... on ne fait pas non plus les 6000 copros par an. Hein. Mais en tout cas, ça donne... et il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Donc oui, allez-y, les aides sont là. Le monde est figé, il est stable, il fonctionne bien. Il n'est pas simple. Entourez-vous de professionnels, prenez le temps de consulter, challengez les uns les autres, c'est pas le sujet. Que ce soit des gens, des AMO financiers, comme des maîtres d'œuvre, mais comme tous ceux qui en amont vont faire les audits. Challengez tout le monde, c'est pas le sujet, mais vous n'avez plus le droit d'hésiter. Et allez-y. Merci. Virginie? Alors, je voulais leur donner quelques conseils justement par rapport à nos auditeurs sur cette casquette courtage, où effectivement sur la partie acquisition, donc bien voir que Caisse d'Épargne et les banques accompagnent notamment les acquisitions aussi sur les biens FG. On a aussi des critères qu'on ne peut pas cumuler. Donc ce qu'on va regarder, c'est on va pas faire un financement à 100 ou 110% sur une résidence principale si d'un bien F ou G, si les clients n'ont pas d'épargne ou ne financent pas les travaux, c'est pas le but en fait. Donc on accompagne bien ces acquisitions de biens F ou G dans l'optique en fait de faire les travaux, qu'on les finance ou que le client ait la capacité en fait de faire ses travaux. Donc voilà, il n'y a pas de frein. C'était le message que je voulais passer. Il n'y a pas de frein pour relancer le marché et financer ces biens-là. Message reçu.
Mathieu, le mot de la fin? Moi, ça sera assez simple, hein, avoir le réflexe France Rénov', hein, service public à destination particulière de ce sujet, plus de 2600 points en France, enfin plus de 600 espaces conseils en France, avec plus de 2600 personnes qui sont là pour vous conseiller. Donc si le ménage a un doute, même si un intermédiaire souhaite orienter le ménage vers, on va dire, un premier niveau de conseil, le service public a été créé pour ça. Et donc, il doit permettre de faire déjà un premier point sur qu'est-ce que c'est une rénovation, on va dire. Alors, j'ai plus le terme. Isolé, chauffé, ventilé. Isolé, chauffé, ventilé. Quelles sont les premières sources de financement sur le territoire et bien aussi insister sur le fait que justement ces guichets en France Rénov' sont copilotés par l'État et les collectivités. Oui. Et donc, on a aussi les collectivités qui sont très présentes et qui permettent justement de porter ce tissu partenarial sur le terrain et donc orienter aussi les ménages vers les bons interlocuteurs. Voilà. Je le soulignais tout à l'heure, ces intermédiaires, ces interlocuteurs France Rénov' sont en général disponibles soit sur le site France Rénov' et on va là-dessus, sur le site de l'ANA et on a la liste. Sur le site de l'ANA, il y a la liste et puis après... souvent, vous avez des maisons du développement durable ou autres qui sont rattachées à des communautés d'agglomération. C'est souvent ce modèle-là qui peut se... Mais après, on peut avoir des choses plus exotiques sur le territoire, mais on arrive toujours à les trouver assez simplement à partir du site, effectivement, qui fait office d'annuaire de notre côté. Eh bien, merci à tous les quatre pour votre disponibilité et puis vos propos pour le moins enrichissants, parce que je ne suis pas certain que l'ensemble des auditeurs maîtrisent totalement ce sujet, qui en plus est très fluctuant ces derniers temps. J'ajouterais, et ça fait partie des conseils que j'ai toujours donnés depuis que j'étais dans le milieu de l'intermédiation bancaire, quand je formais les personnes, c'est pour moi de rencontrer les interlocuteurs, que ce soit pour certains de l'ADEME, mais surtout aussi de l'ANA, vos interlocuteurs départementaux, c'est pour moi fait partie du total obligation dans la manière de professionnaliser notre métier et l'accompagnement auprès des clients. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt pour une prochaine émission Fans du Crédit. Fans de Crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit.